L'année 1795, connue sous le nom de l'an 3 de la République française, fut marquée par une tension extrême dans la capitale. La Révolution, commencée 6 ans plus tôt avec tant d'espérance et de violence, semblait être entrée dans une phase d'épuisement. La Convention nationale, après avoir surmonté les factions de la montagne et de la plaine, devait désormais affronter un danger d'un autre ordre, la réaction royaliste et le mécontentement d'une population lassée des privations, des persécutions et de la guerre. La chute de Robespierre, survenue le 9 Thermidor de l'an 2, avait mis fin à la terreur, mais elle avait laissé un vide politique et un sentiment d'instabilité que les institutions nouvelles peinaient à combler. Dans ce climat d'incertitude, la capitale de la Révolution demeurait un volcan prêt à entrer en éruption. Depuis plusieurs mois, Paris voyait renaître une agitation royaliste nourrie par les journaux monarchiques, les salons de la haute bourgeoisie et le clergé réfractaire qui, malgré les interdictions, retrouvaient progressivement de l'influence. Les quartiers riches, notamment ceux du faubourg Saint-Honoré, du Palais Royal et de la Chaussée d'Antin, étaient eux devenus les foyers d'une opposition déterminée au gouvernement révolutionnaire. La Convention, pour sa part, était divisée entre modérés, anciens terroristes repentis et ambitieux de tout genre cherchant à conserver leur pouvoir. Le comité de salut public, dont l'autorité avait été presque absolue sous Robespierre, avait perdu de sa puissance, et les sections de Paris, autrefois instruments de la volonté populaire, s'étaient transformées en tribunes d'agitation politique, souvent favorables à un retour à la monarchie. C'est dans ce contexte troublé qu'il faut replacer les événements du 13 Vendémiaire en 4, soit le 5 octobre 1795, selon le calendrier grégorien. Ce jour-là, le jeune général Napoléon Bonaparte, encore presque inconnu du grand public, allait jouer un rôle décisif qui marquerait le début de son ascension fulgurante. Mais avant d'évoquer l'action de Bonaparte, il convient de comprendre comment le conflit s'est préparé, quelles forces s'y affrontèrent et pourquoi Paris devint soudainement le théâtre d'un affrontement sanglant entre les partisans du régime républicain et ceux de la royauté. Après la chute de Robespierre, la Convention avait cherché à établir un nouvel équilibre politique en préparant une constitution plus modérée. Ce texte, adopté en août 1795, instituait un pouvoir exécutif collégial, le Directoire, composé de 5 membres, et un pouvoir législatif bicaméral formé du Conseil des 500 et du Conseil des Anciens. Cependant, avant même son application, la Convention, craignant pour sa survie, prit une mesure controversée, le décret des 2 tiers. Ce décret stipulait que les 2 tiers des sièges des nouveaux conseils seraient réservés aux anciens membres de la Convention. Les royalistes, qui espéraient une victoire électorale écrasante, virent dans cette décision une manœuvre illégitime destinée à maintenir au pouvoir les hommes du passé révolutionnaire. Le décret provoqua une vive indignation dans les milieux monarchistes et dans une partie de la bourgeoisie parisienne, qui se sentit trahie. Bientôt, les sections de la capitale, où dominaient les opinions royalistes, se mirent en état d'insurrection. Ces sections, héritières des anciennes assemblées populaires de la Révolution, s'étaient maintenues comme organes locaux de délibération et de mobilisation. Elles disposaient d'une garde civique, de locaux, de comités, et pouvaient rapidement mobiliser des milliers d'hommes armés. Lorsque la Convention décréta leur dissolution et leur désarmement, elles refusèrent d'obéir et appelèrent à la résistance. Dès la fin du mois de septembre, les préparatifs d'un soulèvement prirent forme. Des réunions secrètes furent organisées dans les églises, les cafés et les hôtels particuliers. Des émissaires royalistes, parfois venus de Londres, promettaient un soutien financier et militaire aux insurgés. Des pamphlets circulaient appelant à la restauration de Louis XVIII et dénonçant les usurpateurs de la liberté. Le climat devenait explosif. Les autorités de la Convention, conscientes du danger, décidèrent de confier la défense du corps législatif et du gouvernement à des forces régulières. Le général Menou, officier d'expérience mais hésitant, fut d'abord chargé de rétablir l'ordre. Cependant, son comportement indécis, sa répugnance à verser le sang parisien et sa sympathie pour les opinions modérées le rendirent suspect aux yeux des députés les plus fermes. Le 2 octobre, alors que la tension montait dans la capitale, Menou reçut l'ordre de désarmer la section du Théâtre Français, considérée comme le centre de la conjuration. L'opération, mal préparée, échoua, les habitants résistèrent, les soldats hésitèrent à tirer, et Menou se retira sans résultat.
Ce revers eut un effet désastreux sur le moral des républicains. Le lendemain, la Convention décida de le destituer et chercha un commandant énergique, capable d'écraser l'insurrection naissante. C'est alors qu'entra en scène Napoléon Bonaparte. Ce jeune officier d'artillerie, âgé de 26 ans, s'était fait remarquer 2 ans plus tôt lors du siège de Toulon, où il avait contribué à la reconquête du port insurgé grâce à son habileté technique et à son audace. Cependant, depuis la chute de Robespierre, il avait connu une période difficile, suspecté de jacobinisme et mis en disponibilité. À Paris, il vivait modestement, cherchant un emploi dans l'armée et fréquentant des milieux politiques où se mêlaient anciens révolutionnaires, ambitieux et aventuriers. C'est grâce à Paul Barras, l'un des hommes forts de la Convention et futur directeur, qu'il obtint cette fois l'occasion de se distinguer. Barras, nommé commandant en chef de la garde de la Convention, connaissait Bonaparte depuis Toulon et appréciait sa détermination. Le 5 octobre, il lui confia la direction effective des troupes chargées de défendre le gouvernement. Bonaparte accepta sans hésiter, conscient que le sort du pouvoir républicain se jouait là, mais aussi que sa propre destinée pouvait s'y décider. Dès qu'il reçut le commandement, Bonaparte se livra à une évaluation rapide de la situation militaire. Les insurgés disposaient d'environ 20 à 25 000 hommes, principalement issus de la garde nationale des sections, soutenus par quelques anciens officiers royalistes et des volontaires civils. Ils tenaient une grande partie de la rive droite de la Seine, notamment les quartiers autour de l'église Saint-Roch, du Palais Royal et du faubourg Saint-Honoré. Leur objectif était clair, marcher sur les Tuileries où siégeait la Convention et renverser le gouvernement. En face, Bonaparte ne disposait au départ que de quelques milliers de soldats réguliers, épuisés, mal équipés et démoralisés. Mais il avait un atout que les insurgés n'avaient pas, l'artillerie. Dès son entrée en fonction, il comprit que le succès dépendrait de sa capacité à concentrer rapidement des canons dans les points stratégiques de la capitale. C'est alors qu'il fit preuve de l'énergie et de la décision qui allaient caractériser toute sa carrière. Il ordonna à un de ses officiers, le jeune Joachim Murat, de se rendre à Sablon, un dépôt d'artillerie situé à plusieurs kilomètres de Paris, pour y saisir les pièces disponibles et les ramener sans délai. L'opération fut menée avec une rapidité et une audace remarquables. Murat, accompagné d'une trentaine de cavaliers, arriva à temps pour empêcher les insurgés de s'emparer du dépôt et ramena à Paris environ 40 canons, dont la présence allait être décisive. Pendant ce temps, Bonaparte organisait la défense autour du palais des Tuileries et du Carrousel, où se trouvaient les membres de la Convention. Il plaça les batteries d'artillerie de manière à couvrir toutes les avenues d'approche, notamment la rue Saint-Honoré, la place du Carrousel et le pont Royal. Les troupes républicaines occupèrent également le quai des Tuileries, le Louvre et la terrasse des Feuillants. Les préparatifs furent achevés dans la soirée du 12 Vendémiaire, soit la veille du combat décisif. L'atmosphère à Paris était électrique. Les insurgés, sûrs de leur force numérique, se rassemblaient en divers points de la ville, sonnant le tocsin, distribuant des munitions, criant « Vive le roi !» et « À bas les 2 tiers !» De nombreux habitants, inquiets ou hostiles aux 2 camps, se barricadèrent chez eux. Le gouvernement, réuni aux Tuileries, observait avec anxiété l'approche de la tempête. Bonaparte, calme et méthodique, préparait ses dispositions finales. Dans la nuit, il inspecta ses positions à la lueur des torches, ajusta les angles de tir des batteries, donna des instructions précises à ses officiers et s'assura que les canons étaient chargés de mitraille. Au matin du 13 Vendémiaire, Paris se réveilla dans un silence oppressant, bientôt rompu par les roulements de tambours et les cris des rassemblements de sectionnaires. Les insurgés commencèrent leur mouvement vers la rive gauche de la Seine, décidés à marcher sur le centre du pouvoir. Ils formaient une masse compacte d'hommes armés de fusils, de piques et de sabres, soutenus par quelques pièces légères d'artillerie. Leur intention était d'envahir les Tuileries et de proclamer un gouvernement provisoire royaliste. Mais face à eux, les canons de Bonaparte les attendaient. Le matin du 13 Vendémiaire de l'an 4, la capitale se trouva partagée entre la peur et la défiance. Les cloches des sections royalistes sonnaient à toute volée, appelant les citoyens à prendre les armes contre ce qu'elles appelaient la tyrannie des 2 tiers. Dans les rues de la rive droite, de la Madeleine jusqu'au quartier Saint-Roch, on voyait se former des colonnes d'hommes armés, portant des cocardes blanches, symbole de la monarchie, et chantant des airs royalistes. Leur détermination semblait grande, mais leur discipline restait faible.
En face, les troupes républicaines, concentrées autour du palais des Tuileries, étaient toutes sur le pied de guerre. Bonaparte, qui avait passé la nuit à organiser ses positions, avait donné des ordres précis. Nul ne devait agir sans signal et chaque pièce d'artillerie devait être prête à ouvrir le feu dès que les insurgés franchiraient les limites assignées. Vers 10 heures du matin, les avant-gardes royalistes apparurent dans la rue Saint-Honoré. Ils étaient précédemment déjà précédés par des tambours et portaient fièrement leur drapeau. Ils espéraient encore que la force de leur nombre suffirait à intimider les soldats du gouvernement. Pendant un court instant, un silence tendu régna. Bonaparte, observant la scène depuis les marches du carrousel, savait que le moment décisif approchait. À ses côtés se trouvaient plusieurs officiers républicains, parmi lesquels Murat, Leclerc et Dupuy. Les députés de la Convention, réfugiés dans la salle des Tuileries, écoutaient, anxieux, les rumeurs de la rue. Soudain, une détonation isolée retentit. Un coup de feu tiré par un insurgé ou par un soldat nerveux marqua le début du combat. Ce signal accidentel déclencha la foudre. Bonaparte leva la main, donna l'ordre d'ouvrir le feu, et en un instant les canons républicains vomirent une pluie de mitraille sur les colonnes royalistes. Les rues étroites amplifièrent l'effet du tir. Les balles de fer, ricochant sur les pavés, frappaient hommes et murs indistinctement. Les premiers rangs des insurgés furent balayés. La confusion s'empara des suivants, qui tentèrent de se reformer, mais une seconde salve les frappa de nouveau. Le sol était jonché de blessés et de morts. L'odeur de la poudre emplissait l'air. Ce fut le moment le plus terrible, celui que les témoins décrivirent plus tard comme la mitraille de Vendémiaire. Les insurgés, surpris par la violence de la riposte, reculèrent un instant, puis, poussés par leur chef, revinrent à la charge. Bonaparte ordonna alors à ses troupes d'avancer légèrement pour élargir leur champ de tir. Les batteries positionnées sur la terrasse des Feuillants, le pont Royal et la place du Carrousel crachaient un feu continu. Chaque coup de canon semait la mort et la panique. Les maisons tremblaient, les vitres éclataient sous la déflagration. Des témoins rapportèrent que l'écho des tirs résonnait jusqu'à Montmartre. Vers midi, la situation des insurgés devint critique. Malgré leur courage, ils ne parvenaient pas à rompre la ligne républicaine. Les plus hardis tentaient d'approcher des Tuileries, mais les canons les repoussaient sans cesse. Le centre de leur dispositif autour de l'église Saint-Roch devint un champ de bataille. Les républicains y envoyèrent plusieurs détachements pour achever la dispersion des ennemis. L'église elle-même fut transformée en forteresse par les royalistes qui y installèrent des tireurs dans les fenêtres et le clocher. Bonaparte, apercevant ce point de résistance, fit avancer une batterie légère et ordonna un tir direct contre les portes de l'église. Quelques coups suffirent à réduire la défense au silence. Les insurgés, acculés, se retirèrent en désordre vers la place Vendôme et la rue de la Paix. L'artillerie continua à les poursuivre par ses salves régulières. Le combat, commencé dans la matinée, se prolongea jusqu'au soir. Les rues du centre de Paris devinrent un enchevêtrement de fumée, de cris et de débris. Les habitants, terrifiés, fermèrent leurs fenêtres et priaient pour que la nuit mette fin à cette tuerie. Mais Bonaparte, méthodique et implacable, ne laissa aucun répit à ses adversaires. Il savait que toute hésitation pouvait ranimer la rébellion. Il fit avancer la cavalerie de Murat pour disperser les derniers pro-rassemblements. Dans la soirée, la cavalerie chargea plusieurs groupes de sectionnaires encore retranchés près de la place du Théâtre Français et du Palais Royal. Les sabres achevèrent ce que les canons avaient commencé. À la tombée de la nuit, le feu s'apaisa. Les insurgés, démoralisés et épuisés, abandonnèrent leur position et se dispersèrent. Certains se réfugièrent dans les églises, d'autres tentèrent de fuir vers les faubourgs. Le 13 Vendémiaire s'achevait dans le silence lugubre d'une capitale couverte de cadavres et de ruines. Le lendemain, la ville reprit un visage calme, presque indifférent. Les habitants, fatigués de tant de bouleversements, accueillirent la victoire républicaine avec un mélange de soulagement et de résignation. Le pouvoir de la Convention avait triomphé, mais au prix d'un spectacle d'horreur. Les rapports officiels parlèrent de plusieurs centaines de morts parmi les insurgés et de quelques dizaines seulement dans les rangs républicains. Les chiffres exacts demeurent incertains, mais il est probable que les pertes royalistes dépassèrent le millier. Le sang versé dans les rues de Paris rappelait à tous que la Révolution, même modérée, ne renonçait pas à la violence.
Dans les jours qui suivirent, Bonaparte organisa la pacification de la capitale. Il fit patrouiller ses troupes dans les quartiers suspects, confisqua les armes et ordonna la fermeture des clubs royalistes. Plusieurs chefs de section furent arrêtés, jugés sommairement et parfois exécutés. Mais il sut également se montrer politique. Il recommanda la clémence pour les simples participants, estimant que la vengeance prolongée ne ferait que raviver les rancunes. Cette attitude contribua à lui gagner l'estime de certains modérés au sein de la Convention. Les députés, conscients qu'ils devaient leur salut à son énergie, votèrent des remerciements officiels. Le nom de Bonaparte fut cité à la tribune et Barras, désireux de renforcer son propre prestige, le présenta comme le sauveur de la République. L'épisode du 13 Vendémiaire eut immédiatement un retentissement considérable dans tout le pays. Pour les républicains, il marquait la victoire de l'ordre sur l'anarchie royaliste. Pour les royalistes, il révélait la brutalité d'un pouvoir militaire prêt à massacrer des Français pour se maintenir. La presse, encore soumise à la censure, publia des récits contradictoires, mais tous s'accordaient sur un point. Un jeune général venait de se distinguer par sa décision et son audace. Dans les semaines suivantes, Bonaparte devint une figure connue dans les cercles politiques et militaires. Certains le décrivaient comme un homme froid, taciturne, absorbé par la guerre et l'ambition. D'autres voyaient en lui un génie précoce, capable de rétablir l'ordre dans un monde bouleversé. Lui-même restait silencieux, observant, calculant, attendant sa prochaine occasion d'agir. Le directoire, mis en place quelques semaines plus tard, devait bientôt lui offrir cette occasion. Cependant, avant de considérer les conséquences politiques de Vendémiaire, il convient d'examiner plus attentivement les aspects militaires et symboliques de cette journée. Le combat du 13 Vendémiaire ne fut pas une bataille au sens classique du terme, mais plutôt une répression urbaine, un affrontement entre l'armée régulière et des citoyens armés. Ce qui fit sa singularité fut l'emploi décisif de l'artillerie dans les rues d'une grande ville. Bonaparte, formé à l'école des canons, comprit mieux que quiconque la puissance psychologique et destructrice du feu concentré. En choisissant de frapper vite et fort, il brisa la cohésion morale de l'ennemi. La mitraille, en quelques minutes, transforma une foule déterminée en une masse désorganisée. Cette logique d'efficacité brutale allait devenir l'une des marques de sa manière de combattre. Par ailleurs, Vendémiaire révéla une autre dimension de son génie, son sens du temps et de l'espace. Il sut anticiper les mouvements de l'adversaire, choisir les points stratégiques et utiliser le terrain à son avantage. Dans un milieu urbain complexe, il parvint à déployer ses forces avec une précision remarquable. Ses ordres étaient courts, clairs, exécutés sans hésitation. L'effet fut immédiat. Dans le chaos des rues parisiennes, cette discipline donna aux troupes républicaines un ascendant décisif. D'un point de vue politique, la victoire du 13 Vendémiaire marqua une étape essentielle dans la consolidation du pouvoir du Directoire. Sans elle, la République aurait pu s'effondrer et laisser place à une restauration monarchique prématurée. La force armée, une fois de plus, avait sauvé la Révolution. Mais en même temps, elle en modifiait profondément la nature. Car désormais, le sabre avait parlé plus fort que la parole. Le pouvoir civil venait de s'appuyer sur un officier pour se maintenir, et ce précédent allait peser lourdement sur l'avenir. Beaucoup de contemporains comprirent dès lors que le destin de la Révolution passait entre les mains des militaires. Dans les cafés, on commentait la victoire en se demandant si le jeune général deviendrait un nouveau Cromwell. Certains députés s'en alarmaient, d'autres y voyaient que la garantie de l'ordre. Bonaparte, lui, ne faisait aucun commentaire. Il se contentait de recevoir les félicitations, d'organiser les troupes et de préparer mentalement son avenir. À la fin d'octobre, il fut nommé commandant en chef de l'armée de l'intérieur, poste prestigieux mais aussi délicat, car il fallait assurer la sécurité du directoire naissant. Il occupa cette fonction avec une énergie inlassable, rétablissant la discipline, surveillant les clubs et maintenant la tranquillité dans la capitale. La France, épuisée par des années de guerre et de révolution, aspirait à la stabilité. L'homme qui venait de faire tonner ses canons sur la rue Saint-Honoré apparaissait désormais comme un garant d'ordre. Peu de citoyens pouvaient le deviner que ce même homme, quelques années plus tard, allait renverser ce pouvoir qu'il venait de sauver. Lorsque la fumée des combats se dissipa et que Paris retrouva peu à peu son calme, le 13 Vendémiaire demeura dans toutes les mémoires comme un tournant majeur de la Révolution française.
Les journaux, même soumis à la surveillance du gouvernement, ne purent taire la violence de la répression. Les témoignages des habitants évoquaient des scènes de carnage, des rues couvertes de corps, des maisons criblées d'éclats de mitraille. Pourtant, malgré cette horreur, la majorité de la population ressentit un soulagement évident. La peur d'un retour à la guerre civile, d'un massacre semblable à ceux de l'an 2, s'éloignait. Le gouvernement républicain, ébranlé depuis plusieurs mois, paraissait enfin rétabli dans son autorité. La Convention nationale, quelques semaines avant de se séparer, voulut donner à cet épisode un sens politique clair. Elle déclara que la République avait été sauvée par la fermeté de ses défenseurs et par la valeur du général Bonaparte. Ce dernier, invité à la barre, fut applaudi par les députés. On raconte qu'il resta impassible, saluant brièvement avant de se retirer. Son attitude réservée, presque froide, impressionna ceux qui le virent. Barras, qui avait joué un rôle clé dans sa nomination, comprit immédiatement l'avantage qu'il pouvait tirer de cette victoire. Il se présenta lui-même comme l'organisateur de la défense et s'associa à la gloire de Bonaparte. Mais la postérité, plus lucide, retint surtout le nom du jeune général. Dans les jours suivants, les affiches officielles publièrent des ordres du jour vantant sa rapidité et sa décision. Le peuple de Paris, toujours prompt à se passionner pour une figure énergique, commença à parler de lui avec admiration. Ainsi, en quelques heures, Bonaparte passa de l'obscurité à la notoriété. Le Directoire, institué peu après, hérita d'un pouvoir affaibli, mais consolidé par la victoire militaire. Il devait gouverner une France encore déchirée, menacée par la guerre extérieure et les divisions internes. Dans ce contexte, le rôle de l'armée prit une importance croissante. Les directeurs, conscients de leur fragilité, s'appuyèrent de plus en plus sur les généraux pour maintenir l'ordre et imposer leurs décisions. Ce glissement du pouvoir civil vers le pouvoir militaire trouva son symbole dans la figure même de Bonaparte. Commandant en chef de l'armée de l'intérieur, il devint le bras armé du Directoire. Il réorganisa la garde nationale, fit surveiller les journaux, interdit les rassemblements suspects et réduisit au silence les agitateurs royalistes. Mais il ne se limita pas à l'exécution des ordres. Il commença à tisser des liens politiques, à observer les faiblesses du nouveau régime, à comprendre les mécanismes du pouvoir. C'est dans ces mois d'après Vendémiaire que se forma l'idée, encore vague, qu'il pourrait un jour être autre chose qu'un instrument. Le Directoire, tout en l'utilisant, se méfiait de lui. Certains directeurs, notamment Carnot et Rubel, voyaient en ce jeune homme un ambitieux dangereux. D'autres, comme Barras, espéraient s'en servir pour consolider leur influence. Le temps allait leur donner tort, mais pour l'heure, la République semblait sauvée. Dans les provinces, la nouvelle du soulèvement et de sa répression suscita des réactions contrastées. Les départements de l'Ouest, encore marqués par la guerre de Vendée, accueillirent favorablement la victoire républicaine, y voyant un signe de stabilité retrouvée. En revanche, dans les milieux royalistes de l'étranger, notamment à Londres et à Coblence, la défaite des insurgés provoqua une profonde déception. Le comte d'Artois, frère du roi déchu, qui espérait un soulèvement général de la capitale, comprit que ses espoirs de restauration immédiate étaient anéantis. Les diplomates européens, observant ces événements, notèrent que la France, malgré ses divisions, possédait encore une force redoutable, une armée capable d'imposer l'ordre. Bonaparte, devenu en quelques jours une figure centrale, incarna cette force. Plusieurs mémorialistes contemporains soulignèrent que, dès cette époque, il se montrait différent des autres officiers. Il parlait peu, travaillait sans relâche, s'intéressait autant à la politique qu'à la stratégie. Ses ordres étaient des noms précis, ses rapports clairs et concis. Il savait se faire obéir sans élever la voix. Certains députés, impressionnés, dirent de lui qu'il avait la tête d'un législateur et le bras d'un soldat. Dans ces rares lettres conservées de cette période, on perçoit déjà le ton d'un homme conscient de sa valeur et de son avenir. Il écrit à ses proches que la France a besoin d'un chef énergique, que les institutions sont faibles, que les hommes politiques manquent de courage. Ces réflexions, rédigées à 26 ans, annoncent déjà le discours du futur consulat. L'historien doit ici s'arrêter sur le sens profond de Vendémiaire. Cet événement n'est pas seulement un épisode militaire, il marque le moment où la Révolution française, née de la souveraineté du peuple, se remet entre les mains de la force armée. En confiant la défense de la République à un général et en célébrant la victoire d'un bombardement sur des citoyens, la Convention et le Directoire reconnaissaient implicitement que le pouvoir civil ne suffisait plus. Ce précédent allait peser sur toute la suite de l'histoire française.
De ce jour, chaque crise politique risquait de se résoudre par l'intervention de l'armée. Vendémiaire annonçait Brumaire. Il faut également noter le caractère social de l'affrontement. Les insurgés de Paris, contrairement à ce qu'on a parfois dit, n'étaient pas de simples aristocrates. Ils représentaient en grande partie la bourgeoisie aisée, les commerçants, les artisans prospères, lassés des impôts et des troubles. Leur révolte n'était pas seulement royaliste, elle était aussi économique. Ils voulaient de la stabilité, la sécurité, le retour des affaires. Le Directoire, en les écrasant, fit triompher un ordre nouveau, celui d'une république conservatrice, bourgeoise, appuyée sur l'armée. Bonaparte, sans le vouloir pleinement, devint le symbole de cet ordre. Dans les années suivantes, lorsqu'il prit le commandement de l'armée d'Italie, il poursuivit la même logique, celle d'un pouvoir fondé sur l'efficacité, la discipline et la gloire militaire. Le 13 Vendémiaire avait été pour lui une répétition générale, une épreuve de feu qui révéla son caractère. De fait, cette journée fut pour lui plus qu'un succès. Ce fut une initiation. Elle lui montra que la décision, la rapidité et la volonté pouvaient suppléer à tout. Elle lui donna aussi la certitude que les institutions politiques, même puissantes en apparence, reposent sur la force de ceux qui les défendent. Cette conviction ne le quittera jamais. En observant le Directoire s'enfoncer peu à peu dans la corruption, l'impuissance et les intrigues, il sut qu'un jour viendrait où un homme résolu pourrait s'en emparer. L'historien voit donc dans Vendémiaire non seulement la fin d'une rébellion royaliste, mais le commencement d'une aventure impériale. Il est remarquable que le destin de la France se soit joué ce jour-là dans quelques rues de Paris par le fracas de quelques canons. De Tantone. Ce fut le moment où un jeune officier d'artillerie devint le maître du sort politique de la nation. Les années postérieures confirmèrent cette intuition. Lorsque Bonaparte, en Brumaire de l'an 8, renversa le Directoire et fonda le consulat, il évoqua parfois, devant ses proches, le souvenir de Vendémiaire. Il disait que ce jour-là, il avait compris la psychologie du peuple de Paris. « Il faut frapper vite et fort, disait-il. Le reste se règle de lui-même. » Cette phrase résume sa philosophie du pouvoir. À travers le bruit de la mitraille, c'est une conception de l'État qui prenait forme, fondée sur la décision, la centralisation et la raison d'État. L'historien du XIXe siècle, contemplant ces événements avec le recul du temps, ne peut manquer d'y voir une leçon plus générale. La Révolution française, après avoir détruit la monarchie absolue, chercha en vain un équilibre entre liberté et ordre. Chaque tentative d'institution stable échoua devant la pression des extrêmes. Vendémiaire fut l'un de ces moments où la peur de l'anarchie fit pencher la balance vers l'autorité. En cela, il appartient à la logique interne de la Révolution elle-même qui ne cessa d'osciller entre la souveraineté populaire et la dictature du salut public. Bonaparte, en tirant sur les royalistes, ne défendait pas seulement un régime. Il défendait la possibilité d'un État fort, capable de durer. Enfin, on peut se demander comment cet épisode fut perçu par ceux qui le vécurent. Les insurgés survivants, pour la plupart, furent amnistiés après quelques mois. Certains émigrèrent, d'autres rentrèrent dans la vie civile, acceptant la nouvelle donne. Quelques mémoires postérieures, publiées sous la Restauration, décrivirent Vendémiaire comme un crime, un massacre fratricide. D'autres, au contraire, y virent une nécessité historique. Le débat demeura vif pendant tout le XIXe siècle. Les artistes et les écrivains s'en emparèrent à leur tour. Des peintres représentèrent la scène du combat devant l'église Saint-Roch, des dramaturges en firent au mot le symbole du choc entre la Révolution et la monarchie. Au-delà des passions, les historiens modernes reconnaissent aujourd'hui que le 13 Vendémiaire fut le point de bascule entre la Révolution et le régime des généraux. Il montra que la France, après tant de convulsions, ne pouvait plus être gouvernée sans la médiation de l'armée. Ce constat explique en grande partie la trajectoire de Bonaparte, mais aussi celle de la nation entière. Car de ce jour date l'habitude française de chercher dans la figure du chef militaire la solution des crises politiques. Ainsi s'acheva le long cycle révolutionnaire entamé en 1789. Vendémiaire ne mit pas fin à la Révolution, mais il en modifia la direction. À la place des idéaux de liberté et d'égalité, on vit apparaître les valeurs d'ordre, de gloire et de discipline. La République survécut, mais elle cessa d'être une expérience populaire pour devenir un instrument d'État. Bonaparte, en entrant dans l'histoire par les canons de Paris, en traça la voie. Le 13 Vendémiaire fut donc à la fois une fin et un commencement,
la fin des illusions révolutionnaires et le commencement de l'épopée napoléonienne.